Les amis, votre traditionnel débrief de ce qui s'est passé hier soir en Coupe du Monde des clubs. On va revenir sur les différents matchs. Il y en a eu 4 dans 2 poules différentes. On va commencer par aborder la poule du FC Porto. Il y avait d'abord un Palmeiras Al Ahly, puis un FC Porto Inter Miami un peu plus tard dans la soirée. Alors que c'était des horaires plutôt abordables pour nous qui sommes en France, puisqu'on pouvait les regarder comme si on regardait un match de Ligue des Champions. Par contre, pour le Paris Saint-Germain et pour l'Atlético Madrid, ça a été un peu plus compliqué. J'ai regardé les résumés des deux matchs. On va commencer par évoquer cette poule A avec Palmeiras Al Ahly. C'était le premier match de la journée d'hier et Palmeiras s'est imposé 2-0 en continuant cette série folle des clubs brésiliens qui ne se sont toujours pas inclinés dans cette compétition. Ça montre encore une fois, et je n'ai de cesse de le répéter sur chaque vidéo, que les clubs brésiliens et les clubs sud-américains en général ont énormément de qualité. On a vu aussi River Plate pour les Argentins remporter son premier match. On a vu Boca Juniors accrocher Benfica, et donc on voit que les clubs sud-américains sont des clubs de qualité. Monterrey, bon, c'est pas en Amérique du Sud, le Mexique évidemment, c'est en Amérique latine, globalement Amérique centrale, mais le Monterrey avait également accroché l'Inter Milan. Donc on voit que ces équipes latino-américaines sont de grande qualité, et encore hier on l'a vu avec cette équipe de Palmeiras qui a quand même battu Al Ahly, qui est un mastodonte du continent africain. Encore une fois, le football africain n'est pas sous-estimé. On a vu que Mamelodi avait gagné son premier match, on a vu que le Wydad Casablanca avait quand même rendu la tâche difficile aux hommes de Pep Guardiola face à Manchester City, et donc hier Palmeiras s'impose 2-0 dans un match globalement assez équilibré. Il y avait 0-0 à la mi-temps et tout s'est décanté sur des détails. Un contre son camp de l'attaquant palestinien d'Al Ahly, Abou Ali, qui a permis aux Brésiliens d'ouvrir le score, et ensuite un deuxième but sur une phase de transition où on a vu la dimension physique des joueurs brésiliens, puisque c'est un joueur qui sort du banc qui vient inscrire le but. Et puis surtout, si vous allez voir cette réalisation, eh bien c'est une contre-attaque où le défenseur égyptien est incapable de passer le corps devant l'attaquant argentin de Palmeiras qui venait de rentrer. Donc on voit que la dimension physique, elle est peut-être supérieure chez les clubs sud-américains. On le voit sur ce duel-là où l'attaquant argentin bouffe littéralement le défenseur égyptien. Donc on voit qu'il y a une dimension physique plus forte, même si encore une fois, le joueur qui a marqué hier du côté de Palmeiras, Flaco Lopez, venait de rentrer en jeu, donc il était peut-être un peu plus frais. Mais sur ce but-là, il a complètement bouffé son vis-à-vis. Il y a peut-être une dimension physique qui est plus forte selon moi chez les clubs sud-américains, encore une fois depuis le début de la compétition. Donc cette victoire 2-0 qui est précieuse pour une équipe de Palmeiras qui n'a toujours pas encaissé le moindre but, et le garant de cette solidité, c'est le gardien Weverton, qui est un vétéran. Il a 37 ans, à l'image du gardien de Fluminense aussi, qui était là pour sécuriser les arrières de Thiago Silva lors du match face à Dortmund. On a ces gardiens brésiliens qui sont vieillissants. Il y a également, on en parlera juste après, le gardien vieillissant vétéran de l'Inter Miami. Donc on voit qu'il y a pas mal de gardiens vétérans. Il y a El Shenaoui aussi du côté d'Al Ahly. On voit qu'il y a pas mal de gardiens vétérans qui ont encore pas mal de succès dans ce football sud-américain, dans ce football africain. Là où en Europe on les aurait rapidement remplacés, on aurait eu énormément de débats qui diraient que les joueurs étaient beaucoup trop vieux, qu'il faudrait remplacer le gardien, etc. Il n'y a pas ces débats-là en Amérique du Sud. Tant que le joueur est compétitif, il continue à évoluer. Weverton a enregistré 2 clean sheets depuis le début de cette compétition. Ça va être compliqué pour Al Ahly de se qualifier. Les Égyptiens n'ont toujours pas inscrit le moindre but et ils vont affronter le FC Porto lors de la dernière journée. Il faudra impérativement s'imposer pour les Égyptiens et espérer qu'il n'y ait pas match nul entre Palmeiras et l'Inter Miami. Donc ça rend la tâche assez difficile pour les coéquipiers d'Imam Achour. D'ailleurs, transition toute faite, Imam Achour qui s'est blessé au bout de la 14e minute de jeu lors de la première journée face à l'Inter Miami et qui sera absent jusqu'à la fin de la compétition. Et bien ça joue énormément cette absence-là. C'était lui qui faisait le jeu de cette équipe, le maestro de ce 11 d'Al Ahly, qui est absent sur ces 2 matchs-là globalement. Et donc on voit que cette équipe elle a du mal à marquer. 0 but en 2 matchs. On voit que l'absence d'Imam Achour est très problématique pour Al Ahly, même si encore une fois, hier, tu as une forme de solidité. D'ailleurs, les équipes égyptiennes ont toujours été de tradition des équipes très solides défensivement, mais hier, tu as aussi manqué de chance avec ce contre son camp de ton attaquant, et puis derrière, une phase de transition où Flaco Lopez est frais et il a le mérite d'aller finir l'action encore une fois. Donc encore une fois, c'est les grands matchs, c'est les détails encore une fois, cette équipe de Palmeiras qui est très solide défensivement. Donc moi, ce que je retiendrai, c'est la solidité des défensives de Palmeiras, le réalisme de cette équipe brésilienne, surtout la qualité des équipes brésiliennes depuis le début de la compétition, l'inefficacité d'Al Ahly et l'absence d'Imam Achour qui fait très mal aux Égyptiens. On peut également parler du deuxième match entre l'Inter Miami et le FC Porto. Alors il y a eu une énorme surprise dans la nuit, on en parlera juste après, mais la première grosse surprise de cette soirée football d'hier, c'est cette victoire de l'Inter Miami face au FC Porto. Le FC Porto avait pourtant le match en main après avoir ouvert le score grâce à un penalty de l'international espagnol Samu, mais derrière cette équipe de l'Inter Miami est revenue, parvenant à égaliser juste au sortir de la première mi-temps, au tout début de la seconde période, et puis derrière Léo Messi, l'immortel, qui est venu matérialiser le succès de
l'Inter Miami en inscrivant un superbe coup franc. Messi est absolument immortel et il parvient à faire gagner une équipe qui est très très moyenne encore une fois et qui doit son salut hier soir à l'inefficacité des attaquants de Porto. J'ai en souvenir une frappe de Rodrigo Mora sur une superbe remise de Samu où il est vraiment à 3 mètres du but et il met pas assez de puissance dans sa frappe. C'est aussi ça, hein. La jeunesse, tu n'es pas assez tueur. Rodrigo Mora, il a que 17 ans, mais sur cette occasion-là, il doit marquer à l'international portugais. Donc c'est vrai que cette équipe portugaise, elle a eu du mal à se créer des occasions et dès lors qu'elle a réussi à s'en créer, eh bien, ils n'ont pas réussi à ajuster la mire face à une équipe de l'Inter Miami qui se repose sur des joueurs comme Messi, comme Suarez, encore une fois, et sur des miracles parce que globalement, ça reste assez moyen. Je pense que si l'Inter Miami parvient à se qualifier, c'est une équipe qui ne passera pas les huitièmes de finale parce que ça reste une équipe assez moyenne qui ne peut pas tout donner à Lionel Messi, qui ne peut pas se reposer seulement sur les exploits de Léo Messi. Alors hier il met un coup franc, derrière tu défends comme tu peux face à une équipe de Porto, je le disais dans la première vidéo après leur match nul face à Palmeiras, qui est une équipe qui a vécu une saison très compliquée, qui a dû gérer l'après Sergio Conceição. Cette équipe, encore une fois, hier, elle a manqué d'efficacité. Face à cette équipe très moribonde de l'Inter Miami, tu ne marques un but et sur penalty. Et tu ne parviens pas à marquer le deuxième. Si tu avais marqué le deuxième, que tu t'étais montré plus efficace, je pense que Porto aurait clairement déroulé. Et ça, c'est le signe d'une équipe qui n'est pas en confiance. Le fait de ne pas avoir réussi à clouer le bec finalement à cette équipe de l'Inter Miami, à mettre le deuxième but pour tuer le match, parce que le FC Porto est une bien meilleure équipe que l'Inter Miami. Le match, si tu le rejoues 10 fois, tu le gagnes 9 fois parce que Messi ne met pas son coup franc, parce que tu mets le deuxième but. Mais encore une fois, on ne peut pas faire le monde avec des si, encore plus en football. Et hier, cette équipe du FC Porto, elle a manqué de réalisme, elle a manqué de créativité. J'ai été assez déçu par Fabio Vieira globalement. Pourtant, c'est lui le maestro de cette équipe et je suis convaincu que c'est un joueur de grand talent. Il l'avait montré lors de son premier passage du côté du FC Porto, il l'avait montré par bribes du côté d'Arsenal, même si je pense que c'était l'étape trop haut pour lui. Maintenant, il y a aussi un manque d'expérience avec Samu, Rodrigo Mora qui sont peut-être un peu trop jeunes et puis une défense vieillissante, je l'avais dit lors de la première vidéo. Et puis encore une fois, c'est comme pour Al Ahly, ça va être le match de la mort entre les Portugais et les Égyptiens. Si le FC Porto s'impose, il faudra s'imposer avec une bonne différence de but et espérer qu'il n'y ait pas match nul entre Palmeiras et l'Inter Miami. Si je devais donner un prono, je pense que Palmeiras va finir leader de cette poule. Je pense que les Brésiliens vont rapidement disposer de cette équipe de l'Inter Miami lors de la troisième journée, à moins qu'il y ait un turnover qui soit opéré, même si ça m'étonnerait. Le but, c'est quand même de finir premier de la poule pour éviter un énorme tirage sur la phase des huitièmes de finale. Et puis, entre Al Ahly et Porto, je pense que le FC Porto va tout de même s'imposer, mais que l'Inter Miami et Palmeiras vont se qualifier, même si Porto est capable de mettre une bonne différence de but à Al Ahly, même si encore une fois, je ne pense pas que Porto puisse battre Al Ahly 3-0, 4-0, parce que Al Ahly, ça reste une équipe très solide défensivement. Porto est une équipe qui a du mal à se créer des occasions depuis le début de la compétition. Donc même si Porto s'impose, ils n'auront pas la différence de but nécessaire pour aller titiller l'Inter Miami et Palmeiras, même si encore une fois, ça reste à voir, hein. L'Inter Miami s'impose que d'un but hier, donc la différence de but, elle est encore assez fragile pour les Américains. Donc elle va être passionnante la dernière journée. J'espère juste qu'il n'y aura pas un petit arrangement entre Palmeiras et l'Inter Miami façon Allemagne-Autriche 82 pour faire le match nul et donc se qualifier directement. J'espère juste que ça va être sportif jusqu'au bout, évidemment. On parle maintenant de l'autre poule, l'Atlético Madrid. Le Paris Saint-Germain jouait cette nuit, l'Atlético pour se relancer suite au revers initial subi face au Paris Saint-Germain 4-0 et le Paris Saint-Germain qui avait à cœur de poursuivre sa très belle série. Et le Paris Saint-Germain, à la surprise générale, et c'est la première grande déflagration de cette compétition, s'est incliné 1-0 face au Brésilien de Botafogo, le club de John Textor. Donc on avait le club de Textor contre le club de Nasser et c'est le club de Textor qui l'a emporté. On se rappelle de cet échange qui était devenu viral lors du Zoom qu'ils avaient eu avec les présidents de Ligue 1. Et donc cette équipe de Botafogo s'impose donc 1-0 grâce à Igor Jesus qui avait déjà marqué lors du premier match et Botafogo est donc qualifié pour la suite de la compétition au bout de 2 matchs. Et je disais que ces équipes brésiliennes elles étaient très impressionnantes. Et bien Botafogo continue sur la lancée de Palmeiras et c'est super intéressant. D'ailleurs cette compétition elle m'a donné envie de m'intéresser encore plus au championnat brésilien parce que Botafogo, Palmeiras, Flamengo, on a vraiment des équipes de grande qualité depuis le début de la compétition au Brésil. Je vais continuer à le dire jusqu'au bout, mais c'est vraiment des équipes de très grand talent. Et cette équipe de Botafogo qui a surpris le PSG. Alors Luis Enrique a opéré une forme de turnover et j'ai vu un commentaire sur YouTube, c'est pas mon idée, mais j'ai vu un commentaire sur YouTube qui était super intéressant et qui disait que le Paris Saint-Germain manquait de remplaçants. Et c'est vrai qu'hier ça s'est vu. Tu sors Nuno Mendes qui est le meilleur latéral gauche de la saison sur le plan européen et tu fais rentrer Lucas Hernandez qui n'est pas un latéral gauche de formation, qui revient d'une longue blessure. Forcément il va prendre l'eau face à des joueurs de Botafogo qui ont des ailiers de très grande qualité, Savarino notamment, même Igor Jesus en numéro 9 qui va peser sur la défense. Tu fais jouer Beraldo, forcément ça déséquilibre ta défense et on l'a vu sur le but de Jesus, c'est une perte de balle au milieu de terrain de Mayulu qui est un remplaçant et derrière il y a une énorme naïveté entre Beraldo et Pacho. Pacho qui a l'habitude de jouer avec Marquinhos et Beraldo qui est un joueur qui est selon moi un joueur très moyen. Et d'ailleurs on voit que c'est les remplaçants qui ont finalement
fait du tort à cette équipe du Paris Saint-Germain parce que tu manques de remplaçants de qualité. On l'a encore vu hier, tu n'as pas eu cette capacité à te créer des occasions parce qu'il n'y avait que Vitinha qui était un vrai créateur dans le milieu de terrain. Mayoulou, ça reste encore assez frêle pour le très haut niveau et Zaïre Emery n'est pas un créateur. Donc forcément, ça a pu être compliqué avec Vitinha en seul fer de lance des attaques franciliennes. Et puis tu ne cadres que 2 frappes. Là au Botafogo, en cadre 4. Botafogo cadre 2 fois plus de frappes que toi. Donc il n'y a pas de braquage hier. Il y a vraiment une équipe de Botafogo qui a été meilleure. Alors le PSG a posé le pied sur le ballon parce qu'il y a peut-être une qualité technique supérieure, une capacité à organiser un pressing qui est peut-être meilleure. Mais globalement, en termes d'occasion créée et d'inquiétude suscitée dans le camp adverse, eh bien c'est Botafogo qui l'emporte et qui mérite largement sa victoire. D'ailleurs, ce qui est assez surprenant, c'est que Luis Enrique il a dit que Botafogo c'était la meilleure équipe que le PSG avait affronté. Bon, je pense qu'il se voile un peu la face tout de même et qu'il essaye de se rassurer. Mais globalement, cette équipe du Paris Saint-Germain, elle a déçu, mais c'est plus le niveau des remplaçants qui déçoit. Et je suis d'accord avec le commentaire que j'ai vu sur YouTube, c'est que les remplaçants ne sont pas suffisamment qualitatifs. Quand tu mets Zaïre Emery qui n'est pas un créateur, Mayoulou qui est encore jeune, Lucas Hernandez qui revient de blessure et qui n'est pas son poste, forcément ça devient un peu plus compliqué. Beraldo, ça n'est pas Marquinhos, donc il va falloir, je pense cet été, ça va être le grand axe du Paris Saint-Germain sur le mercato estival, ça va être de pouvoir recruter des remplaçants de qualité. Kvara, quand il arrive en janvier, il arrive en position de remplaçant. Il y avait déjà une attaque avec Barcola, Dembélé et Désiré Doué. Lorsque Kvara arrive, au début, il joue pas beaucoup. C'est après qu'il commence vraiment à s'incorporer dans le collectif. Donc il faut prendre des remplaçants de classe mondiale parce que le PSG va avoir une force d'attractivité supérieure sur ce mercato estival. Et je pense qu'il va falloir prendre un créateur en plus au milieu de terrain pour venir concurrencer Vitinha et Joao Neves. Il va falloir prendre un vrai latéral gauche pour concurrencer Nuno Mendes pour que ce dernier ne se repose pas sur ses lauriers. Parce que quand tu as Lucas Hernandez en doublure qui revient de blessure, forcément, tu es un peu plus serein à l'entraînement. Tu te la donnes peut-être un peu moins. Et je pense que le fait d'avoir un arrière gauche de niveau supérieur, ça va entraîner Nuno Mendes à décupler ses capacités et à être encore plus fort, mais au milieu de terrain. Vitinha, Joao Neves, ils sont dans un confort parce que c'est Zaïre Emery et Mayoulou les doublures. Alors que si tu vas chercher un milieu de terrain de très grande classe lors du mercato, eh bien, tu relances la concurrence dans cet entre-jeu et tu relances un peu tout ce qui peut se passer du côté du Paris Saint-Germain. Parce que oui, tu as un 11 fixe qui a de la qualité, mais mis à part le poste d'attaquant où vraiment tu as 4 attaquants pour 3 places et là il y a vraiment une concurrence, un turnover, sur le reste des postes c'est compliqué avec des remplaçants qui n'ont pas le niveau des titulaires et ça c'est problématique. Et c'est ce qui peut t'empêcher selon moi d'arriver en forme sur la fin de la saison. On peut maintenant évoquer ce Atlético Seattle Sounders avec la victoire de l'Atlético 3 buts à 1. Alors l'Atlético s'est imposé pour un match qui n'était qu'une formalité parce que cette équipe de Seattle elle est quand même faible. Doublé de Pablo Barrios, le jeune international espoir espagnol qui a beaucoup de qualité. Je trouve c'est un joueur très technique dans le milieu de terrain de l'Atlético. C'est pas mal, il a une capacité de projection. Il l'a encore montré hier. Superbe frappe de loin. Ensuite il est plongé dans la surface. Il a plongé dans la surface pour venir marquer le troisième but. Donc très intéressante équipe de l'Atlético. Le seul bémol selon moi c'est que Alvarez et Sorloth ont tous les deux manqué une très grosse occasion lors de la première mi-temps, donc je pense qu'il va falloir ajuster la mire sur la dernière journée pour les deux attaquants stars des Colchoneros, mais une qualification me paraît tout de même difficile. Tu as une différence de but qui est négative après le 4-0 subi lors du premier match face au Paris Saint-Germain. Le PSG affronte Seattle, je pense quand même que le PSG va se remobiliser face à Seattle et mettre une différence de but de qualité. Je pense que l'Atlético va se faire éliminer de la compétition. À mon avis, l'Atlético a déjà un pied dehors parce que je pense que le PSG va l'emporter face à Seattle et que Botafogo va quand même jouer le tout jusqu'au bout parce que imaginons que le PSG en mette 5 à Seattle, et bien ça relance la différence de but et si Botafogo s'incline face à l'Atlético, le PSG passe devant Botafogo à la différence de but. Donc Botafogo va jouer son va-tout jusqu'au bout sur cette compétition parce qu'ils vont avoir à cœur de finir premier de la poule. Et finir premier d'une poule devant l'Atlético et le PSG, ça te permet de gagner plus d'argent et ça te permet de gagner plus en termes de statut médiatique aussi. Et ça te permet aussi de valoriser certains joueurs pour potentiellement les vendre cet été. Donc ça peut être très intéressant aussi. Donc je pense que Botafogo et le Paris Saint-Germain vont se qualifier. Seattle est une équipe en dessous et l'Atlético a manqué le coche sur la première journée en prenant beaucoup trop de buts. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se terminer sur cette poule-là. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner encore une fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que Sorloth et Alvarez ont été assez inefficaces en première mi-temps notamment. Barrios a régalé en marquant un doublé, en faisant valoir sa frappe de loin, en faisant valoir ses capacités de projection. Et une équipe de Seattle qui aurait pu y croire. Ils mettent un but hors jeu qui aurait pu les faire revenir à 3-2. Mais finalement, victoire de l'Atlético. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de tout ça, de la défaite du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous voyez un avenir pour le FC Porto et pour Al Ahly dans cette compétition dans la poule A? Qui va se qualifier selon vous lors de la dernière journée? Est-ce que l'Atlético peut encore y croire? N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.